on était passé, et c'est ça qui me semble intéressant pour analyser les changements, on était passé d'une société au XIXe siècle aristocratique à une société démocratique, bien sûr à travers tout ce que Tocqueville nous a raconté sur la démocratie en Amérique, par le biais de la mobilité sociale. Et donc il me semble... et j'ai pas l'impression de dire une bévue en disant ça, il me semble qu'on tend vers une autre société par le biais de la mobilité des identités, c'est-à-dire par la capacité que les individus ont, notamment quand ils le peuvent, de choisir et de s'écarter des normes, et notamment, éventuellement, de s'appuyer sur des modèles qui font référence à la culture ambivalente, c'est-à-dire la capacité à combiner les contraires. Par exemple, je m'excuse, hein, là, je suis très réductrice, mais pour les hommes de combiner, par exemple, le travail et la famille, qui étaient au départ assez opposés, assez différents, et qui était la double journée des femmes. Bon, bien évidemment, ça caractérise les hommes, et donc, et notamment aussi, bien sûr, de faire référence à la culture paradoxale, c'est-à-dire de s'opposer à des normes ambiantes et de créer autre chose. Donc vraiment, là, cette société, par le biais qui est en train de se dessiner, cette transition qui est accompagnée par la mobilité des identités, est vraiment intéressante pour comprendre la place motrice, pour comprendre le changement, et avec cette idée que, avant, Tocqueville nous disait, on peut changer éventuellement de statut social par le biais de la représentation des rapports égalitaires sociaux. Alors là, il n'était pas question d'homme ou de femme, mais là, aujourd'hui, c'est plutôt la représentation des rapports égalitaires entre les hommes et les femmes qui devient de plus en plus possible et qui véritablement constitue une base de passage vers une autre société. Donc c'est la mobilité. Voilà 5 minutes. Alors, j'arrive. Alors, mon deuxième point, c'est cette société, et c'est là que je prends des risques en disant ça, parce que je comprends, hein, si ça vous intéresse pas, hein, c'est vrai, je comprends. Alors, donc, la société future est marquée par la finitude, par l'épuisement des ressources d'énergie, par la dégradation de la biosphère, par le dérèglement climatique. Vous savez comme moi qu'on sera 9 milliards en 2050. Vous savez comme moi qu'il y a à l'échelle de la planète des pays producteurs qui sont les pays émergents, les pays dominants qui sont les pays consommateurs, et on sent bien que autour de cette nouvelle problématique concernant l'environnement, de cette nouvelle prise de conscience à l'échelle de l'histoire, il y a véritablement des choses qui sont en train de se jouer, et notamment, et c'est mon deuxième point, c'est la finitude des ressources énergétiques, naturelles, fossiles, etc. Cette finitude conduit à critiquer, à prendre du recul, à mettre, signifie l'échec d'une culture, fondée notamment sur la domination de la nature, sur la consommation, sur l'illusion du progrès, et notamment du progrès social aussi, sur l'illusion du progrès par la croissance. Tout ceci est en perte de légitimité. Donc autant avant, c'était la perte de légitimité du patriarcat dans la première période, première révolution, et ça a entraîné ce que j'appelle la mobilité des identités. Autant aujourd'hui, ce serait plutôt une tendance qui irait vers ce deuxième point, qui est la révolution masculine issue de la perte de légitimité d'un modèle de croissance économique et d'un modèle de croissance accompagné bien évidemment d'une culture, de symbolique, d'imaginaire qui vont avec. Nous serions dans un monde fini, c'est-à-dire aux perspectives telles qu'elles étaient fondées à travers la production et la consommation illimitée, qui serait en train de changer. On cherche une nouvelle hiérarchie de valeurs, on cherche de nouveaux symboles, on cherche du sens. Alors attendez, j'ai pas suivi mon truc. Voilà. Voilà. Et puis alors, on est moins dans l'avoir, on est plus
On cherche du sens, moins au nom de l'avoir et plus au nom de l'être. Et ça, les personnes que j'ai interviewées me l'ont dit. Donc, il y avait 3 catégories. Il y avait les personnes réactives aux problèmes environnementaux, il y avait les personnes non réactives aux problèmes environnementaux, il y avait les personnes défensives qui les niaient, et il y avait aussi ce qu'on peut appeler, et ça c'est les Américains qui avaient sorti un bouquin là-dessus il y a une quinzaine d'années, les créatifs. Et les créatifs, c'est un profil intéressant, mais je me dépêche, donc on pourra y revenir dans des petites discussions. Alors, on vit une seconde révolution masculine après la première révolution dont j'ai parlé. Cette seconde révolution est marquée par la transformation. Oui, la première était marquée par la transformation de la dialectique des rapports hommes-femmes. La deuxième est marquée par la critique de ce modèle de croissance et des valeurs, de la hiérarchie de valeurs et des symboles et de la culture qui va avec. Donc, mon troisième point, on est entré dans la phase de déconstruction des modèles qui semblaient universels et pérennes autour de cette conception de la société construite autour de la croissance et de la consommation illimitée. Les jeunes générations cherchent à construire leur subjectivité, l'orientation de leur vie, y compris dans les pays émergents, et commencent à vivre la première révolution masculine en revendiquant leurs droits contre des régimes totalitaires, comme on le sentait déjà lors de séjours dans différents pays. Des pistes de réflexion se dessinent. Oui, excusez-moi, je ne suis pas du tout synchro, donc mes transparents, je les bouge pas au moment où mon discours change, donc excusez-moi. Alors, des pistes de réflexion se dessinent, car premièrement, le rapport à l'environnement devient un vecteur central de conflit, d'alliance, d'enjeux, de négociations, de transformation sociale, économique, culturelle. Deuxièmement, l'environnement ne connaît pas les frontières et donc redéfinit les rapports entre le privé, le public, le micro, le macro. Troisièmement, l'environnement s'apparente à un bien collectif, l'air, l'eau, etc., et interpelle la dynamique sociale, les rapports sociaux, les inégalités, la question des droits, des injustices, des politiques. Les rapports à l'environnement redessinent le paysage social et font surgir de nouvelles formes d'inégalité, de nouveaux privilèges entre les individus, les groupes, les nations. Alors, comme le suggère, notamment par exemple dans le domaine du travail, donc c'est vrai que vendredi j'étais avec 250 responsables d'entreprise et des chercheurs et autres, et l'idée, c'était de mettre en place une charte parentale, et notamment avec 150 entreprises, c'est déjà en route depuis plusieurs années, dont des grosses entreprises, Citroën, EDF, etc., etc., avec cette idée qu'il est réellement temps de changer de société et de permettre la conciliation, l'aménagement du temps de travail, notamment pour les hommes qui sont aussi avec l'idée que le travailleur est aussi un père, et c'est pas seulement la femme qui, quand elle est travailleuse, est aussi une mère. Je veux dire travailleuse salariée, hein, bien sûr, elle est toujours travailleuse, mais bon, enfin, vous avez compris. Alors, donc, Edgar Morin suggère qu'il est urgent de promouvoir un modèle de recrutement, notamment à l'échelle du travail, tenant compte des valeurs morales du candidat, de ses aptitudes à la bienveillance, l'attention à autrui, à la compassion et de son développement, de son dévouement au bien public, de son souci de justice et d'équité. Robert Castel, qui travaille sur les politiques sociales, insiste sur le fait qu'il faut inventer de nouvelles protections sociales. Oui, j'ai presque fini. Hein. Et Kurilski parle du retour au collectif, avec l'idée que ça s'impose, du fait que les objets en question, le changement climatique et les actions proposées, la lutte contre la pauvreté, ont une dimension globale et requièrent un consensus quasi universel. Chomsky insiste sur la nécessité de revaloriser l'empathie. Il s'insurge contre la prétendue rationalité économique, contre la religion du marché qui conduit au chômage. Il dénonce l'illusion générale par la stratégie libérale
qui de fait n'engendrerait pas de croissance économique, mais plutôt la soif du pouvoir entretenue par l'auto-illusion. Bref, une nouvelle analyse, une nouvelle approche de la société est en marche, je la trouve passionnante et ça rassemble un grand nombre de personnes qui réfléchissent sur d'autres alternatives en rapport notamment avec la prise en compte de la subjectivité et de la nouvelle référence, vous savez comme moi, avec Stiglitz, au bonheur, au BIB, bonheur intérieur brut. Voilà, bon, voilà, plutôt qu'au produit intérieur brut. Voilà, alors pour bien sûr, tout ça, selon moi, a des interférences sur la culture masculine, et c'est bien pour ça, c'est terminé, c'est bien pour ça que, voilà, que je vous en ai parlé. Donc l'homme va être obligé d'arrêter sa guerre de conquête et il va y avoir attendez, je cherche. Voilà. Donc il y a des aspirations émergentes, la recherche de nouveaux symboles, et tout ça, en fait, c'est un problème pour le mâle qui ne souhaite pas changer et qui ne souhaite pas changer de culture, etc. Au regard de cette culture de la croissance économique. Illimité et de la consommation illimitée, mais c'est un soulagement pour le mâle nouveau. Et bien sûr, je termine juste par la référence à une petite enquête. Voilà. Ah non, c'est pas ça. Ah zut, je l'ai passé. Eh ben zut. Eh ben voilà, tant pis. Alors, c'est une petite enquête auprès de jeunes, 110 jeunes, qualitatives entre 20 et 30 ans. Alors, ce qui est très intéressant, quand on leur demande le bonheur, immédiatement, ils font référence à la nécessité de l'interaction, de la relation. Pas de bonheur sans... alors, attendez, exactement... on pourrait juste revenir 2 petites secondes. Oui. Je vais te dire... non, c'est pas ça. Non. Zut. Ah ben non, là on est revenu au début, là c'est plus du tout ça. En fait, voilà, c'est juste l'avant-dernière. L'avant-dernière. Bah oui, oulala, c'est... Moi déjà... non, c'est pas celle-là. Non. On arrive. Hein. Non, ensuite, c'était juste avant. Voilà, on a trouvé. Merci Gilles. Et ça y est, on y va. Donc, pour terminer, je ferai référence à cette enquête qualitative auprès de 110. Voilà. Cette étude fait apparaître les jeunes entre 20 et 25 ans, inclut, filles, garçons, hommes, femmes, inclut en priorité la notion de partage avec autrui, pour le bonheur. Hein. Et puis, ils disent que le bonheur n'est accessible que si on le partage. Premier point. Deuxième point, c'est suivi du fait de savoir se satisfaire de ce qu'on a. Troisième point, il s'agit d'être égal à soi-même, d'avoir des pensées en accord avec soi. Et moi, ça me réjouit assez comme conclusion et je vous remercie de m'avoir écouté.